Bonjour à tous, c'est Félie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 4e épisode des Jardins de résistance consacré à la flore. Alors les plantes, c'est une dimension essentielle dans nos jardins et l'histoire et la littérature sont tellement énormes qu'on se dit qu'on connaît tout sur nos petites plantes de jardin. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et peut-être qu'on va changer de regard en cours de cette vidéo. On verra bien. Voici le sommaire. Dans la première partie de la vidéo, nous verrons la flore du jardin, de quoi parle-t-on? Avec pour commencer, un peu de vocabulaire pour les diverses catégories des plantes selon leur provenance. Puis nous verrons l'évolution des plantes depuis les origines jusqu'à aujourd'hui pour voir qu'on a aujourd'hui dans les jardins à peu près toutes les étapes de l'évolution. En troisième partie, nous verrons les découvertes récentes qui jettent un nouveau regard sur les plantes et donc peut-être des pratiques nouvelles à inventer encore. Et ensuite, nous ferons un petit tour vers les interactions très rapidement pour voir le rôle écologique des plantes. Dans la deuxième grande partie de la vidéo, le jardinier et ses plantes, nous verrons comment mettre en place ce nouveau regard sur les plantes dans notre jardin. Et ensuite, dans la dernière partie, nous irons au jardin comme d'habitude. C'est parti! La flore du jardin, de quoi parle-t-on? Le melting pot. Voici quelques mots qu'on attribue aux plantes pour les caractériser. On distingue la plante sauvage de la plante cultivée. Jusque-là, ça va. Sauvage signifie qu'elle a poussé là sans l'intervention de l'homme. Et dans les esprits, ça veut bien souvent dire aussi indigène, c'est-à-dire une plante dont c'est l'aire d'origine, c'est-à-dire le contraire d'exotique. Mais on peut aussi cultiver des plantes sauvages. Elles se transforment alors un peu parfois. Et certaines plantes cultivées peuvent se faire la malle, se reproduire et se propager sans l'intervention de l'homme. On peut alors la trouver hors des jardins, à l'état sauvage, bien des décennies après avoir été cultivée par l'homme, et à ce moment-là, dans les flores, dans les livres de botanique, on lit la mention échappée, échappée des jardins, des vergers, des cultures. Comme on l'a dit, la plante indigène est celle qui vit là où ses ancêtres ont vécu. C'est une plante du coin. Ce qualificatif s'oppose à exotique qui signifie que la plante a des origines lointaines. On associe généralement le mot exotique à des visions foisonnantes de jungles aux plantes extravagantes ou du moins de pays chauds, comme les palmiers par exemple, mais ça n'est pas le cas. Une plante exotique peut venir d'un pays froid. Le chêne rouge d'Amérique est une plante exotique pour nous les Européens, mais pas pour les Américains. La plupart des plantes exotiques ont été introduites sciemment pour des raisons utilitaires ou ornementales, et introduite est aussi un mot généralement employé pour catégoriser les plantes. Certaines plantes introduites au jardin ont des capacités à se reproduire toutes seules et à se propager, ce qui leur donne une certaine autonomie, souvent bien accueillie par le jardinier. On dit alors qu'elles peuvent se naturaliser. C'est le cas de nombreuses plantes rampantes, couvre-sol, dont on installe quelques pieds écartés les uns les autres et qui bientôt couvrent un massif ou un talus entier. Ou alors de nombreux bulbes ou assimilés, les crocus, cyclamènes, muscaries. Ces plantes s'insèrent harmonieusement parmi les autres végétaux du jardin sans leur faire concurrence et peuvent, à l'occasion, s'échapper dans la nature où elles se font aussi leur petite place. D'autres plantes ont de telles facilités à se naturaliser, à se propager, qu'elles en menacent l'écosystème qui les accueille en prenant la place et les ressources nutritives des plantes indigènes. Pour elles, on parle alors de plantes invasives ou de plantes envahissantes. Il s'agit de plantes exotiques introduites dans un écosystème qui leur convient particulièrement bien. Elles n'ont pas de prédateurs, pas de maladies, un environnement qui les favorise au détriment d'autres plantes. Généralement, elles ont été introduites pour des qualités exceptionnelles, rapidité de croissance, beauté, utilité, et on ne s'aperçoit qu'après coup qu'elles ont aussi ce mauvais côté qui met en péril les autres espèces et l'équilibre de l'écosystème en conséquence. Par exemple, l'ailante, un arbre à la croissance rapide et qui se reproduit très facilement, la griffe de sorcière, une plante extrêmement décorative de bord de mer, et malheureusement beaucoup sont encore conseillés en jardinerie, comme aussi le kikuyu dans le sud, dont il est ensuite bien difficile de se débarrasser, le kikuyu qui sert de gazon, qui est un chien-dent exotique. A l'inverse, on peut trouver aussi, mais plus rarement,
des plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes sauvages qui n'existent que dans la région peu étendue où elles poussent. Les îles ont naturellement un endémisme fort car leurs frontières naturelles forment des petits univers qui ont évolué de leur côté, mais on trouve aussi des plantes endémiques dans les petites vallées de montagne par exemple, ou tout autre espace naturellement isolé des influences extérieures. Les espèces endémiques sont généralement rares et protégées par la loi, pas toutes, mais du moins elles méritent toute protection et attention de la part du jardinier chanceux qui en trouve à l'état sauvage dans son jardin. Les jardins peuvent réunir naturellement toutes ces catégories et c'est bon de les garder en tête, surtout si on veut savoir reconnaître une plante invasive ou une plante rare. Mais ces catégories sont somme toute très récentes et elles datent de l'époque où les hommes ont commencé à faire voyager des plantes. Mais il y a d'autres catégories bien plus anciennes qui viennent cette fois de l'évolution longue des végétaux et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. L'évolution des plantes. Aujourd'hui, dans nos jardins, nous voyons des plantes à tous les stades de l'évolution. Au fil des millénaires, les organismes ont évolué vers toujours plus de complexité et au passage, certaines inventions de la nature ont disparu ou bien ont connu un succès phénoménal. La vie est née sur Terre il y a 4,5 milliards d'années. En ce qui concerne les plantes, l'histoire commence il y a 3,8 milliards d'années avec des bactéries vivant dans l'eau qui ont inventé la photosynthèse et appelées cyanobactéries. Beaucoup de temps se passe avant qu'apparaissent les premières algues pluricellulaires vers 1,2 million d'années. Les premières plantes à s'affranchir des eaux sont les hépatiques, vers 470 millions d'années. Elles n'ont ni feuilles, ni racines, ni système vasculaire. C'est encore un fonctionnement extrêmement simple. Au Dévonien, vers 350 millions d'années, les choses ont déjà bien évolué. Naissent les mousses qui n'ont pas de système vasculaire et absorbent l'eau dont elles ont besoin par capillarité, ainsi que les prêles et les fougères, au système déjà plus complexe, mais toujours dépendantes de l'eau pour se reproduire grâce à leurs spores. Ce sont des plantes cryptogames, au mariage caché. Au Carbonifère, les plantes ont désormais un attirail évolué et on trouve de grandes forêts. Il y a 270 millions d'années, le ginkgo et d'autres phanérogames gymnospermes se reproduisent grâce à un ovule et du pollen. Les arbres femelles portent les ovules, les mâles le pollen. Si l'ovule fécondé tombe sur un terrain propice, il germe immédiatement. Mais s'il rencontre de mauvaises conditions, qu'il tombe par exemple dans le creux d'une branche, il meurt car il ne possède aucune protection pour lui permettre d'attendre des conditions plus favorables. Parmi les gymnospermes, les conifères inventent la graine et sa dormance, et ça leur donne un avantage énorme dans la conquête des terres émergées. Parce que maintenant, les graines peuvent attendre les conditions favorables pour naître et se développer. Cependant, une autre avancée dépasse largement les conifères à partir d'il y a 130 millions d'années. C'est l'invention des fleurs par les phanérogames angiospermes, dans lesquels l'ovule est protégé par un ovaire qui devient ensuite une graine, et où la dissémination est facilitée par les animaux attirés par les fleurs qui vont évoluer en même temps que ces animaux, les insectes par exemple, pour favoriser cette dissémination. La dernière évolution est celle des graminées, il y a 40 millions d'années. Elles sont plus résistantes aux conditions difficiles. C'est toujours bien d'avoir une petite idée de cette évolution qui permet de comprendre pas mal de choses sur pas mal de plantes au jardin. Par exemple que les mousses ont besoin d'humidité. Les fougères aussi en règle générale, même si certaines supportent un environnement plus sec. Le ginkgo, seul rescapé de son époque avec son ovule, est aujourd'hui extrêmement présent. On ne trouve généralement que des mâles à vendre, les ovules étant très salissants et très malodorants. Les conifères qui ont dominé la planète avant l'invention de la fleur sont aujourd'hui sur leur déclin. C'est un déclin lent puisque c'est un déclin à l'échelle géologique. Et aujourd'hui, ils n'occupent plus que des niches délaissées par les plantes évoluées plus récemment. Dans le monde des jardins, lorsqu'on catégorise les plantes, on parle de botanique avec les espèces genre famille et aussi de 3 catégories beaucoup plus simples, les annuelles, celles qui font leur cycle en une seule année puis elles meurent, les bisannuelles, celles qui font ça en 2 ans et les vivaces, celles qui font ça en plusieurs années.
Et tout ça, ça simplifie beaucoup les choses. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples. Bien sûr, elles sont magnifiquement complexes, au contraire. Et les découvertes récentes des scientifiques nous font dire que c'est encore plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer et on n'en est qu'au début des découvertes. Je voudrais vous parler de quelques-unes de ces découvertes maintenant. Découvertes récentes. Depuis les années 80 et encore plus depuis les années 2000, on découvre des choses incroyables à propos des plantes. Dire que les plantes sont intelligentes, c'est les sous-estimer, dit le botaniste Francis Allais. On emploie en effet les mots d'intelligence, de sensibilité, de mémoire, de communication, d'apprentissage, de transmission à la descendance, des sens de l'ouïe et du toucher, de la connexion avec les rythmes cosmiques, la Lune et les planètes en fonction des espèces. On parle d'entraide, de liens familiaux, de véritables communautés connectées, avec les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles véritablement, et dont le fonctionnement est à mille lieues de tout ce qu'on imagine généralement. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux premières découvertes d'un monde très très vaste, mais elles nous donnent déjà une bonne leçon d'humilité à nous humains qui pensons être si évolués. Le sujet est passionnant, mais cela prendrait trop de temps de le développer ici, donc je vous renvoie aux références dans la description de la vidéo et je vais simplement vous donner ici quelques exemples, qui seront déjà bien longs. Beaucoup de découvertes récentes sont en lien avec la réponse des plantes au stress. On pourrait aussi appeler ce stress douleur ou peur. Comme on l'a vu dans la vidéo 3, les plantes ne peuvent pas fuir le danger ou les conditions inconfortables. Tout ce qu'elles peuvent faire, et qu'elles font très bien, c'est se transformer elles-mêmes, transformer leur fonctionnement et leur morphologie, ce que nous, animaux et humains, ne pouvons pas faire. Des chercheurs ont donc élaboré des tas d'expériences sadiques afin de voir à quel point les plantes peuvent ressentir et réagir. Par exemple, la sensitive, Mimosa pudica, une plante dont les feuilles se replient sur elles-mêmes au moindre contact, a servi de cobaye pour démontrer les capacités d'apprentissage et de mémoire des plantes. On a soumis une sensitive à la chute répétée d'une goutte d'eau pendant un certain temps. Une goutte d'eau qui tombait sur une de ses feuilles. Au début, la feuille se rétractait, mais petit à petit, elle est restée ouverte. La goutte d'eau, surprenante au début pour la plante, avait été identifiée comme non dangereuse, et donc la sensitive continuait à utiliser sa feuille pour la photosynthèse. Pour la photosynthèse, elle a besoin d'une feuille ouverte, au lieu de la protéger en la rendant ainsi inapte à sa fonction. Après une période où la plante a été laissée tranquille, on a refait l'expérience, et cette fois la plante a été bien plus rapide à laisser ses feuilles ouvertes. Elle s'était souvenue que la goutte d'eau était sans danger et elle jugeait qu'elle pouvait laisser sa feuille ouverte. Une autre expérience a impliqué des plantes de la famille de la moutarde, du genre Arabidopsis. En mettant une chenille sur une plante, on a enregistré les réactions de la plante pendant qu'elle se faisait dévorer, ainsi que le son produit par les mandibules de la chenille en plein repas. La plante sécrétait une substance répulsive. Ensuite, l'enregistrement a été passé près d'une plante saine, sans chenille. La plante a sécrété la même substance, montrant qu'elle reconnaissait le son du danger. Donc même sans être dévorée, elle excrétait la substance de défense. Ensuite, cette même plante et une autre plante qui n'avait pas entendu l'enregistrement ont été réunies et soumises à la dent des chenilles. Les deux ont produit la substance répulsive, mais celle qui avait entendu plus tôt l'enregistrement a réagi bien plus fortement, donc plus efficacement, que celle qui n'avait pas été entraînée par l'enregistrement. Donc la plante entraînée se souvenait et elle avait appris à réagir. On a déjà évoqué le pouvoir d'adaptabilité des plantes à l'environnement climatique. Par exemple, certains arbres exposés à un vent continu, comme en bord de mer, réduisent leur taille et adoptent des silhouettes les protégeant du vent. Cette capacité est transmise à leur descendance, qui s'adapte dès le début de leur croissance. Tout ce qui concerne l'entraide, les communautés, a été découvert grâce aux forêts. Les chercheurs parlent de Wood Wide Web, en référence à Internet, le World Wide Web. Dans les forêts, les arbres sont reliés entre eux par du mycélium qui entoure, donc le mycélium c'est des champignons, qui entourent leurs racines et transmettent ainsi nutriments et informations. Ce sont les mycorhizes, l'union des champignons avec les racines, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo numéro 2 sur le sol.
Certains arbres aux espèces complémentaires peuvent se nourrir l'un l'autre, comme l'a découvert la biologiste Suzanne Simard. Lorsque l'un n'a plus de feuilles, l'autre lui rend service, et inversement, lorsque le premier est feuillu, il peut redonner de la substance à l'autre qui à ce moment-là est ombragé et donc moins capable de faire sa photosynthèse. Il existe aussi des arbres références, les plus anciens, les mother trees, les grands-pères, qui organisent la communauté autour d'eux, redistribuant la nourriture via les racines et les mycorhizes, favorisant certains jeunes, souvent ceux de leur propre descendance ou ceux de leur espèce, contrôlant en quelque sorte leur croissance. L'exploitation forestière en coupe rase, ou celle qui abat les plus vieux sujets pour laisser ensuite les jeunes pousser seuls, bouleverse en réalité un système très important et très complexe. Les massifs forestiers équilibrés, où le bois est récolté en respectant l'écologie du lieu, sont bien plus résistants aux aléas climatiques et bien plus résilients en cas d'incendie, par exemple. La richesse de leur réseau souterrain les rend bien plus aptes à se remettre que les plantations monospécifiques à la biodiversité quasi inexistante. Dans son livre La vie secrète des arbres, le forestier Peter Wolleben parle d'une souche vieille de plusieurs siècles, encore pleine de sève et pourtant sans tronc, sans feuilles, donc sans capacité à faire sa photosynthèse. En fait, on s'est rendu compte que les arbres autour l'alimentaient en sucre et le maintenaient ainsi vivant. Alors dans tous ces exemples, attention à ne pas faire de l'anthropomorphisme quand même si on emploie des mots qui pour nous sont connus comme l'ouïe, la mémoire, la transmission, l'entraide, parce qu'on ne connaît pas les intentions des arbres, des plantes, donc on ne sait pas d'où viennent ces mécanismes. Pour l'instant, il n'y a aucun moyen de connaître les raisons intimes de certains phénomènes. Nourrir une souche pendant les siècles, ça pourrait être aussi bien le signe d'un attachement sentimental, pourquoi pas un signe de pitié pour un arbre amputé mais toujours vivant, ou bien ça pourrait être aussi un moyen pratique pour les autres arbres, une stratégie pour garder en réserve de la substance vivante et un patrimoine génétique, peut-être une connaissance, un savoir, quelque part, que les plus jeunes n'auraient pas. Peut-être que la suite des études scientifiques nous en diront plus là-dessus. En tout cas, certains scientifiques pensent qu'il serait temps d'édicter des droits des arbres afin d'agir avec moins de violence et de destruction sur le monde végétal. C'est ce que prône par exemple le neurobiologiste Stefano Mancuso qui a écrit un livre sur l'intelligence des plantes. Et c'est aussi ce qu'a proposé à l'Assemblée nationale en 2019 l'association Arbres pour la protection des arbres remarquables en France. Nous n'en sommes pas encore au cri de la carotte et à tout le bouleversement que cela impliquerait dans nos schémas de pensée et dans notre pratique, mais on s'en rapproche peut-être. Voilà à quoi on a affaire lorsqu'on crée un jardin. Au cas où les choses ne seraient pas encore assez complexes, disons quelques mots tout petits sur les interactions. En fait, vous le savez déjà, les plantes font partie d'un écosystème impliquant le sol et sa vie foisonnante, les éléments de l'air et du ciel. Elles nourrissent, soignent et abritent les animaux, parmi lesquels les hommes. Elles ont évolué pour s'imbriquer toujours plus étroitement avec les autres éléments de leur milieu. Elles s'installent en compagnie d'espèces qui apprécient les mêmes milieux qu'elles mais qui n'utilisent pas les mêmes choses dans cet environnement. La concurrence pour les ressources est ainsi équilibrée par le partage et le respect des besoins de chacun. Elles régulent le climat et atténuent ses effets néfastes. Leur rôle écologique est majeur. Et désormais, on pourrait ajouter qu'elles pourraient nous faire progresser sur le plan éthique, si seulement nous voulions bien écouter leurs enseignements et nous en inspirer. Mais pour l'instant, malheureusement, l'espèce humaine se comporte comme une espèce invasive plutôt qu'autre chose. Acquérir des connaissances nouvelles sur les plantes, ça nous donne un œil nouveau sur ce monde fantastique. Et évidemment, ça peut nous donner envie de changer nos pratiques, puisque les anciennes ne correspondent pas toujours à ce qu'on a appris de nouveau. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la partie sur le jardinier et son jardin. Le jardinier et ses plantes. Comme vous l'avez compris, il s'agit avant tout de regarder nos plantes avec un autre œil, et donc de faire en partie abstraction de tout ce qu'on nous raconte dans les vieux manuels de jardinage, les recettes toutes faites, tous ces conseils qui parlent de plein de choses, mais oublient qu'on est en face d'êtres vivants, incorporés dans un système plus large, cosmique, qui a besoin d'interactions très nombreuses, qui réagit à sa façon à tout ce qu'on peut lui faire, et dont les priorités ne sont sans doute pas du tout les mêmes que les nôtres.
Bien sûr, par expérience, les jardiniers ont compris certaines ficelles et donc savent tirer parti de certaines réactions des plantes pour servir leurs propres intérêts. Mais il s'agit surtout de savoir empirique, rarement d'une compréhension véritable de la plante. En Inde, par exemple, on fouette les plants de coton pour augmenter le nombre de fleurs. Dans certaines régions de France, il était recommandé de frapper les troncs des noyers pour obtenir une meilleure fructification. Il paraît aussi que des glycines dans un sol trop riche et trop souvent arrosé fleurissent mal. En fait, sous le stress, sentant la mort les menacer, les plantes réagissent en mettant toute leur énergie dans leur future progéniture, c'est-à-dire les fleurs et les fruits. Les hommes sont contents, mais est-ce bien éthique ? Après la maltraitance des hommes et des animaux, aurait-on inventé celle des plantes ? Alors, en ce qui concerne le jardin, il est d'abord important de bien choisir l'emplacement des plantes que nous allons y installer, selon la nature du sol et les conditions environnementales, comme nous l'avons vu dans les 2 vidéos précédentes. Ne pas oublier qu'il existe déjà des plantes et des graines sur le lieu, le sol en est plein. Et donc, c'est une vie dans laquelle les nouvelles plantes devront trouver leur place. Elles devront intégrer un écosystème. Il ne s'agit pas de faire une composition artistique, en tout cas pas seulement artistique. On agit avec le vivant. Donc, l'installation des plantes. Cette installation est à accompagner. Généralement, elle est de 3 à 5 ans pour les arbustes, un peu plus pour les arbres si l'environnement est risqué, par exemple une grande fréquentation, de la pollution, la présence de cervidés, et puis en fonction de leur durée de vie pour les plantes herbacées. Parlons un peu de la condition des arbres. Lorsque vous avez un arbre qui germe tout seul dans la forêt, à partir donc d'une petite graine, il va créer son racinaire là où il veut, direction où il veut, selon les circonstances, selon l'environnement, etc. Et quand il sera grand, il aura un racinaire bien développé, à peu près, pour la plupart des arbres, à la verticale de la ramure. Ça donne une idée. Bon, ça dépend des arbres. Certains ont un racinaire beaucoup plus développé s'ils ont besoin d'aller chercher de l'eau très loin, d'autres beaucoup moins, etc. Mais en gros, c'est ça. Lorsqu'on a un pot, lorsqu'on fait un semis en pot, on a le même système, c'est-à-dire que vous mettez votre graine dans le pot et elle va faire son racinaire là où elle veut et puis la petite plante va pousser. Et on aura à peu près le même effet. Quand on est en pot comme ça, la limite c'est le pot, effectivement. Donc il faut planter l'arbre avant que les racines atteignent le bord du pot, sinon elles vont être perturbées, elles vont tourner autour, ça va faire des chignons, etc. Ou alors mettre dans un plus grand pot en attendant. Mais en gros, votre petite plante, elle sera développée au naturel, voilà, très bien. Lorsque maintenant, donc ça va revenir à ça à peu près, quand vous allez la planter après. Lorsque maintenant on a un arbre planté en pépinière, alors ce qui se passe, c'est que on les sème petits et puis après on les transplante petit à petit pour avoir toujours, en fait c'est une technique pour pouvoir avoir un racinaire toujours ramifié, donc complet. Mais du coup on coupe les racines à chaque fois qu'on transplante. Donc on transplante 2-3 fois au fur et à mesure de la croissance de l'arbre, afin que le racinaire soit toujours dans des proportions, on va dire, là ça devait être en rouge, dans des proportions raisonnables pour pouvoir les transplanter. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a un arbre, un grand arbre à l'extérieur. Ça, c'est les beaux arbres qui ont parfois plusieurs dizaines d'années.
qui sont commandés pour des grands projets ou des choses comme ça, des choses dans l'espace public par exemple, et qui vont avoir des racines très très réduites, un racinaire extrêmement réduit. Et ils vont être plantés, donc comme ça, on va avoir un truc tout petit, et ils vont être plantés dans une fosse de plantation. Avec des tuteurs, bah forcément il y a toujours des tuteurs pour ces arbres-là, parce qu'ils sont énormes et ils ont un tout petit racinaire. Des tuteurs pour les retenir les premières années. Et ben ça n'a plus rien à voir avec ça, comme vous voyez. Et en plus, de l'autre côté, on avait évidemment d'autres arbres, hein, quand c'est au naturel, avec ce qu'on a vu dans les nouvelles découvertes, le Wood Wide Web. Donc effectivement, là, quand on a un arbre planté, par exemple en ville, où c'est vraiment, c'est terrible les conditions en ville en fait, hein, pour un arbre. Ils sont d'abord mis au milieu de la pollution, du bruit, de la lumière, tout ça c'est des facteurs de stress énormes et ça peut être vecteur de maladie aussi. Et en plus ils sont mis dans des fosses de plantation, souvent individuelles, donc ils peuvent pas parler avec les autres, ils peuvent pas communiquer, il n'y a pas de vie riche comme ils peuvent avoir dans l'espace naturel. Vous comprenez bien. Donc voilà, il y a toute une éthique peut-être à développer. Moi, j'adore le métier de pépiniériste, mais je pense qu'il y a certaines pratiques qui devraient évoluer, comme d'ailleurs chez les paysagistes et chez les jardiniers. Voilà, pour prendre en compte toutes ces nouvelles choses. Alors, donc moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est chez vous de faire des semis soit en place, soit dans des petits pots et transplantés. Et sachant que tout ça, c'est valable pour les arbres ou quelques arbustes, on va dire, mais pour les annuels et les vivaces, bien sûr, vous ne vous embêtez pas avec ça parce que c'est des plantes qui refont, pour les vivaces qui refont leurs racines tous les ans, qui n'ont pas besoin de telles précautions. C'est vraiment pour les grands arbres qui ont besoin de s'installer, etc. Alors, voilà, deuxième chose avec ça, c'est que le problème après, c'est la reprise de ces arbres de ces grands arbres de pépinière. Pour moi, c'est vraiment un problème, ces grands arbres de pépinière. Voilà, on va prendre ça comme exemple. Donc le sol, notre grand arbre tout frais arraché, avec sa grande ramure et ses toutes petites racines, et son tuteur. Le tuteur, parfois il y en a 3, on a de la chance. Et à côté, donc ça va être l'année 0. Bon, non, et à côté, on a un jeune arbre qui vient d'être planté en pot. Donc il y avait sa motte, il a ses racines qui sont voilà, en forme de pot, pas plus grandes. Par contre, il a une taille adaptée au racinaire, c'est en fonction. Et le trou est en forme de pot. Voilà. Là, le trou est en forme de motte. Pas très important. Voilà l'année 0. L'année 1, lui, il aura grandi. Il a grandi naturellement. Il a fait pousser ses racines en même temps qu'il va pouvoir faire pousser sa partie aérienne. Qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Il a une partie aérienne beaucoup plus grosse que sa partie racinaire. Donc avant qu'il s'équilibre, d'abord il va avoir un gros coup de stress. Il y en a beaucoup qui meurent à ce moment-là. Les pertes sont souvent chiffrées dans les devis. Ça, je trouve ça incroyable, comme si c'était normal que des arbres grands comme ça meurent. Ils ne devraient pas. Ça ne devrait pas exister. Donc lui, il va faire pousser ses racines la première année. Il va pas faire pousser sa partie aérienne. Il peut pas pour l'instant. Il faut qu'il équilibre le haut et le bas. L'autre, l'année suivante, l'année 2, lui, il aura grandi. Peut-être on aura taillé les branches du bas, donc il aura une couronne qui va être un petit peu plus grande. Les racines, elles auront bien poussé aussi. Elles auront continué à pousser tranquillement.
lui, il aura enfin réussi à faire, à rendre égale sa partie souterraine et sa partie aérienne. Donc voilà, là il est enfin tranquille s'il a survécu à tout ça. Vous voyez que là ils ont déjà la même taille. Et donc souvent, l'année d'après, lui il continue à pousser tranquillement, bien vigoureux, en bonne santé. En plus, il s'est fait des racines puissantes parce qu'il n'a pas eu besoin qu'on lui mette un tuteur. Donc, il a eu la force du vent qui l'a habitué à renforcer ses racines, à s'adapter à son environnement. Lui, il va être encore fatigué. Peut-être qu'il va commencer tout juste à pousser, enfin. Mais il sera toujours un peu fragile de là. Il va falloir garder encore plusieurs années les tuteurs jusqu'à ce qu'il soit assez puissant. Et de toute façon, il ne sera jamais aussi vigoureux que celui-ci. Voilà. Donc tout ça pour dire que planter petit, peut-être qu'au moment de la plantation, ça fait un effet, on se dit, bon, mince, ça va mettre longtemps à pousser, mais en fait, en quelques années, ça rattrape les grands arbres qu'on a plantés. Et ces grands arbres-là, ils ont énormément de risques de mourir, de ne pas reprendre, ce qui coûte cher et qui est triste. Et puis, d'un point de vue éthique, si on croit les défenseurs des droits des arbres, ça se fait pas, quoi. C'est de la cruauté. Et en plus, voilà, ceux-là seront ensuite plus vigoureux dans leur vie. Donc en fait, l'idéal de l'idéal, ce serait de semer les graines des arbres en place dans les jardins. C'est ce qu'on peut faire si on veut par exemple semer une forêt, des choses comme ça, comme l'homme qui plantait des arbres de Giono. Mais dans les jardins, c'est moins évident puisqu'on veut un arbre à tel endroit précis. Donc le bon compromis, c'est de semer en pot et de planter assez rapidement. Pour en finir avec les pépinières, attention à la provenance des plantes. Les pots peuvent transporter avec eux des maladies ou des espèces invasives qui entreraient ainsi dans votre jardin et se propageraient ensuite aux alentours. Pour cela, il ne faut pas acheter vos plantes n'importe où. Il faut d'ailleurs pas confondre pépinière, qui est un lieu où les plantes naissent ou arrivent vraiment toutes jeunes puis sont élevées avant d'être vendues, et jardinerie, qui est simplement un lieu de vente de plantes, une boutique. Les pépinières sont des lieux de production et il est toujours plus conseillé de s'adresser directement aux producteurs pour avoir une garantie de qualité et également pour des conseils et des discussions riches et passionnantes. Ce qu'on dit pour les pépinières est valable aussi si votre plante provient du jardin d'un voisin, d'un ami, etc. Toujours faire attention à ce qui peut arriver dans le pot. Et si on veut être vraiment en sécurité, on échange plutôt des graines plutôt que des parties végétales ou de la terre. Ensuite, attention aux plantes que l'on va placer ensemble. Certaines s'entendent bien entre elles, d'autres non. Certaines sont particulièrement vigoureuses et risquent de faire trop rude concurrence à d'autres, à la nature plus fragile, etc. C'est vraiment au cas par cas. On a vu dans l'épisode sur le sol que certaines plantes rejetaient par leurs racines des exsudats qui faisaient le bonheur d'autres espèces, et inversement des exsudats qui pouvaient inhiber les voisines. C'est dans les livres sur le sujet que vous pourrez trouver d'autres renseignements, car je ne peux pas vous faire toute une liste ici, mais quelques infos à garder en tête néanmoins pour les associations de plantes. Pensez au port et à l'envergure des plantes une fois adultes, afin qu'elles s'insèrent harmonieusement parmi les autres. Elles s'adapteront à l'espace que vous leur laisserez au fur et à mesure de leur croissance, mais c'est à vous de prévoir l'effet que vous souhaitez obtenir. Les plantes sont très malléables, comme on l'a vu. Enfin, ça dépend des espèces. Pensez aussi au monde souterrain et à la forme des racines. On peut tout à fait planter des plantes serrées, par exemple dans un massif réunissant arbustes, vivaces et bulbes, si elles ne se gênent pas au niveau des racines. Une racine pivot plongeant profondément pourra passer entre les racines plus étendues d'un arbuste. Des plantes aux racinaires plus en surface pourront trouver leur bonheur au-dessus de tout ça, et les bulbes s'insérer dans de petites poches de terre un peu partout. Parlons maintenant de la taille. Il s'agit donc de couper des branches ou des tiges défleuries. Mais pourquoi ? En réalité, les plantes n'ont aucun besoin pour leur santé d'être taillées. Elles s'adaptent à leur milieu et choisissent de faire pousser ou d'abandonner certaines plantes et rameaux en fonction des conditions extérieures. Et puis il peut y avoir des accidents, par exemple une tempête qui casse une branche. Lorsque le jardinier intervient pour tailler, ce n'est pas pour que la plante soit en bonne santé, mais pour qu'elle remplisse la mission qu'il lui avait donnée. De ça, il faut être bien conscient.
Par exemple, on taille la plante pour faire une belle floraison ornementale, ou bien obtenir de beaux fruits, ou bien avoir une silhouette décorative comme les magnifiques tailles à la japonaise ou bien les taupières. Ainsi, on peut généralement tailler les plantes de plein de façons différentes, ou bien pas du tout. Là encore, c'est au cas par cas et ça dépend des espèces. Certaines se taillent très bien, d'autres se taillent pas du tout. Parmi celles qui se taillent très bien, on peut citer le tilleul. On peut l'avoir en port libre, bien sûr. On peut l'avoir en haie, en palissade, en tête de chat, en trogne, en plessage, faire des cabinets de verdure avec, pas des charmilles pour le coup, mais voilà, de toutes les formes qu'on veut. Malgré les tailles, la plante réagira toujours, elle, à sa façon, qu'il faut aussi anticiper et qui n'est pas la même selon les espèces. Par exemple, vouloir faire un taupière très net avec du laurier thym vous expose à beaucoup d'entretien car c'est une plante qui a une repousse vigoureuse et puis bien droite. Le buis ou l'if, eux, repoussent plus lentement. Voilà pourquoi ils ont été choisis comme taupières par excellence. Évidemment, le buis aujourd'hui est malade, donc c'est plus difficile à utiliser. Attention aussi à la capacité de cicatrisation pour l'élagage des arbres. Une branche élaguée est une ouverture pour les champignons et les prédateurs. De plus, certains arbres cicatrisent très mal, lentement, et courent donc plus de risques. Parmi eux, les conifères, les noyers et toute la famille des prunus, comme les pruniers, les cerisiers ou les abricotiers. Il faut savoir aussi que plus un arbre est âgé, et moins il cicatrise rapidement. L'arrosage à présent est la question du goutte à goutte. Je suis tout à fait pour le goutte à goutte pour les massifs d'herbacées, les annuels et les vivaces, mais dès qu'il s'agit d'arbustes et d'arbres aux racinaires profonds et étendus, là, ce n'est plus la même chose. On arrose les arbres et les arbustes pendant leur phase d'installation, le temps qu'ils aient un réseau racinaire capable d'aller chercher l'eau par lui-même en profondeur. Il y a certains arbres et arbustes qu'on arrose toute leur vie, mais c'est que vraiment on les met dans des conditions qui ne sont pas favorables à eux. Or, le goutte à goutte procure de l'eau par petite quantité, même si on le met toute la nuit. C'est de l'eau qui vient de la surface et qui s'enfonce donc très lentement. Et en plus, souvent, ça vient d'un seul côté ou même de deux côtés de la plante, mais pas sur tout le pourtour, pas sur toute la totalité de la surface, comme le ferait une pluie, par exemple. La plante qui s'adapte fera croître ses racines vers la source d'eau, c'est-à-dire bien souvent vers le haut et vers 1 ou 2 points de sa circonférence. Et lorsqu'on arrête le goutte à goutte, quand on considère que la plante est maintenant assez grande, la plante est déséquilibrée et peut mettre du temps à se replacer au niveau de ses racines, la rendant un peu plus fragile. Pour les vivaces, pour les annuels, par contre, aucun problème puisque les vivaces refont des racines chaque année. Donc elles s'adaptent au fur et à mesure et franchement, c'est pas un problème pour elles. Et puis elles sont pas à la même profondeur généralement. Alors pour les arbres, je préfère des arrosages moins fréquents mais plus généreux afin que l'eau pénètre en profondeur et y soit suivie par les racines. Les racines profondes sont protégées des fortes chaleurs de l'été et des forts gels de l'hiver, alors que les racines attirées vers la surface y seront plus vulnérables, bien sûr. Dernière chose enfin, l'écorce. La partie vivante des troncs des arbres et arbustes se trouve juste sous l'écorce. L'écorce est leur protection. Cette protection doit être à son tour protégée tant qu'elle n'est pas assez épaisse pour résister à tout. Parfois, elle ne l'est jamais. Les cervidés aiment se gratter les bois sur les troncs souples de jeunes arbres isolés. Ils tournent autour en frottant et peuvent finir par arracher l'écorce sur tout le périmètre du tronc. La sève ne passe plus et l'arbre meurt. Ou alors il doit repartir du pied, ce qui n'est pas mieux au niveau esthétique pour nos jardins. Les machines font énormément de mal aux pieds des arbres. Évitez donc de passer la tondeuse ou la débroussailleuse trop près des troncs. Ce qu'on fait, ça embête beaucoup, mais il faut laisser un peu d'herbe au pied, ou bien la couper à la faucille. Ou bien encore, on peut planter au pied des plantes couvre-sol qui empêcheront les grandes herbes de pousser et éviteront d'avoir à rapprocher la tondeuse trop près du tronc. Un accident est trop vite arrivé. Pensez aussi, si votre arbre arrive tout juste de pépinière, au coup de soleil côté sud-ouest qui peut nécroser l'écorce. Un ombrage est utile la première année. Enfin, il faut faire attention aux liens lorsqu'on attache une plante grimpante
ou qu'on suspend quelque chose à un arbre, comme une mangeoire à oiseaux ou un hamac. Les branches grossissent d'une année sur l'autre et il faut renouveler les liens chaque année si possible, ou bien choisir des liens en fibres naturelles qui se dégradent tout seuls. On pourrait parler du sujet pendant des heures sans l'épuiser, mais ce n'est pas le sujet de ces vidéos que je voudrais synthétique en fait. J'essaye. Donc maintenant, passons au jardin, dans mon petit jardin toujours très neuf, pour voir ce que j'y ai fait en rapport avec ce que je vous ai dit dans la vidéo. Les plantes sauvages cultivées et sauvages cultivées du jardin. Donc dans mon jardin, j'ai beaucoup de fleurs sauvages. Je pense que ce sera toujours la majorité d'ailleurs. Et pour l'instant, elles prennent les 9/10 de la place, on va dire. Mais j'ai aussi des plantes cultivées qui arrivent petit à petit, avec par exemple cet agrume. Et j'ai les plantes sauvages cultivées, donc des plantes qui étaient à cet endroit-là, je les ai trouvées à cet endroit-là, comme cette ortie. Mais je les cultive, je les taille, je les récolte. C'est aussi le cas de cette blette sauvage sur laquelle j'ai fait un article de blog. J'ai fait une vidéo sur l'ortie aussi. Et en fait, voilà, c'est des plants que je laisse en place et que, à l'endroit qui voulait, en fait, je les laisse en place et je les cultive là. Donc, le rôle écologique, j'ai pris comme exemple le figuier. Alors, le figuier, les interactions, le rôle écologique, alors c'est un exemple parmi d'autres. Donc, vous voyez, à son pied, il a une souche avec du lierre dessus. Il pousse aussi en association avec un sureau, dont on voit le tronc là, à travers les autres, et les feuilles encore un petit peu, mais enfin c'est l'hiver, donc on voit pas grand-chose. Donc il pousse en association avec d'autres plantes, il se partage des choses. Au pied, j'ai mis aussi des cyclamènes. Et sinon, il a le rôle de toutes les plantes, on va dire classiques, dans le travail du sol, dans la vie du sol, et dans la vie aussi extérieure. Alors là, j'ai fait un plan avec les petits oiseaux en fait qui se servent du figuier comme perchoir pour aller manger les graines qu'ils vont chercher à la mangeoire sur la gauche. On voit aussi à travers les branches le nichoir, c'est un nichoir à mésanges que j'ai installé et donc qui sert donc d'abri aussi pour la faune. Donc voilà, tous les rôles écologiques. Alors en plus de tenue du sol, il tient le sol, il sert de brise-vent, il sert d'ombrage. Bref, pour un seul arbre, pour une seule plante, beaucoup d'usages, beaucoup de services rendus dans l'écologie du jardin. Les plants jeunes. Dans mon jardin, je ne mets que des plants très jeunes. Voici par exemple un petit camélia issu de semis récupéré sous un camélia adulte, le père, que j'ai transplanté donc assez facilement puisque le racinaire était très petit. J'ai pu enlever toutes ses racines sans les blesser. J'ai aussi récupéré au même moment ce camélia un petit peu plus grand, sous le même camélia adulte. Et lui, ses racines étaient abîmées, donc je l'ai mis en pot car j'étais pas sûre qu'il reprenne. Mais depuis, il a fait de nouvelles feuilles, comme vous le voyez, donc c'est plutôt bon signe. Je vais pouvoir le planter au printemps. Autre jeune plant, alors là on est au travers des petits oignons. Et derrière, il y a l'arbousier dont je vous avais déjà montré la bouille la dernière fois. Et donc en passant, les petits oignons, je les ai transplantés là en bord de terrasse parce que c'est simplement un terrain qui leur va. Je mélange allègrement potager et ornemental et structure, etc. dans ce jardin un peu sauvage. Et de nouveau, c'est un petit arbousier qui a été issu de semis. Donc c'est un semis que j'ai fait en pot. Et ensuite, j'ai planté le plus tôt possible en fait. Donc juste un petit clin d'œil évolution avec la mousse et les graminées, donc une plante très ancienne et la plus récente, les graminées. La naturalisation, donc je vous ai déjà montré plusieurs exemples avec les cyclamènes que j'avais mis au pied des arbres. Ici, c'est un petit œillet rampant. Et j'ai juste mis des petits bouts de racines qui se sont ensuite étalés et installés. Et petit à petit, ça va coloniser
morceau de talus en fait entre deux terrasses où j'ai placé quelques petites marches en pierre simplement pour monter d'un niveau à l'autre et la pente va être comme ça couverte par ces petites fleurs. J'y ai placé aussi des cyclamènes qui j'espère aussi s'étaleront, donc c'est des cyclamènes qui aiment, une variété spéciale qui aime ce terrain-là plus sec, même si là c'est humide parce qu'on est en janvier, et à côté de nouveau un petit œillet. Et en fait petit à petit, au fur et à mesure de leur pousse, j'enlève les autres plantes voilà, je sélectionne moi-même. La forêt comestible avec un jeune cassis en bordure. Donc c'est la future forêt, comme j'ai mis en titre, parce que pour l'instant on ne peut pas vraiment l'appeler forêt, elle est toute petite. Et donc le cassis sera en lisière, on va dire. Ensuite il y a les avocats que je vous avais déjà montrés. Et tout ça c'est planté très serré, même si pour l'instant les plants sont très petits, donc on ne s'en rend pas compte. Mais voilà le premier avocat et le deuxième, il est à environ 2 mètres. Donc ils sont vraiment tout près quand ils pousseront. Les branches s'entremêleront, enfin ils pousseront ensemble on va dire, et leurs racines seront entremêlées, etc. Sur la gauche on ne le voit pas mais j'ai une série d'agrumes. Et là plus loin, les brindilles toutes droites, c'est un poirier et derrière un pommier. Et ça on peut dire que c'est les arbres les plus grands, les plus gros que j'ai plantés. Et pas moyen de faire autrement puisque ce sont des arbres fruitiers qui sont greffés. On voit la greffe au pied en bas. Donc pour ça, il faut bien sûr attendre un certain diamètre pour pouvoir faire la greffe. Et finalement, c'est les arbres qui auront le plus de mal à reprendre, on va dire, puisque le racinaire devra se faire beaucoup plus. Mais bon, ils n'ont pas eu de mal du tout, ils se sont très bien là, donc pour l'instant, ça se passe bien. Entre les deux, j'ai mis des fraisiers qui, dans le futur, se retrouveront sans doute à l'ombre. Donc je les bougerai, mais le jardin c'est évolutif. Quand une plante aimant le soleil se retrouve à l'ombre, on la bouge quand c'est pas difficile comme des fraisiers comme ça. Et au pied, j'ai fait un sillon d'arrosage dans lequel je fais couler de l'eau une fois tous les 10 jours à peu près, mais en grosse quantité, je laisse 1 heure par exemple. Ce qui permet à l'eau de s'enfoncer profondément et aux racines de les suivre et d'être vraiment bien hydratées, sachant que le sol de toute façon est très drainant, donc il faut bien ça. Et enfin, un petit mot sur, je vous montre comment je palisse mes grimpantes. Alors j'en ai pas beaucoup, pour l'instant j'ai une glycine au milieu des cyclamènes, donc de nouveau j'ai mis des cyclamènes au pied d'un ligneux qui là est une glycine. Et cette glycine, je l'ai palissée pour qu'elle forme une sorte de clôture, enfin de garde-corps sur le bord de la terrasse. Et donc, je l'ai attachée avec des liens naturels en raffia, ce qui permet d'avoir une certaine souplesse. C'est des liens qui peuvent se casser en cas de vraiment gros vent, ce qui épargne la branche. Ça se détériore en à peu près 1 an. Donc là, vous voyez, on est en janvier. Il commence à être passablement pourri déjà, donc au printemps je réinstallerai un neuf comme tous les ans, c'est que la première année. Et là je vous montre juste comment on palisse en faisant un 8 en fait entre le tuteur et la branche, ce qui permet à la branche de pouvoir prendre de la grosseur, de pousser en grosseur pendant l'année et de ne pas être garrottée par le lien. Voilà, donc c'est une petite technique et on utilise ça pour toutes les grimpantes, que ce soit des rosiers, voilà. On fait ce petit 8, ça épargne vraiment les plantes. Donc tous les ans, je referai ces liens-là. Et c'est fini pour le petit tour du jardin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura des compléments et mes sources dans la description sous la vidéo, vous pouvez donc aller voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine et en attendant, jardinez bien.